Alright, bonjour tout le monde. Caleb, cofondateur des Superlads, aujourd'hui avec Pierre-Luc Lametti, qui est un entrepreneur, un père de famille, que j'ai décidé en fait d'inviter sur le podcast Devenir un Superlad dans le but de partager un peu son histoire, apporter une certaine vision sur la paternité et les défis qu'il a rencontrés, qui a pour but ultimement de potentiellement inspirer certaines personnes. Puis, comme je le disais à Pierre-Luc avant qu'on se lance, l'objectif du podcast Devenir un Superdad, c'est d'apporter des outils concrets, pas juste de la théorie, mais du pratico-pratique pour que les pères de notre génération soient outillés pour être capables de devenir les meilleurs pères pour nous. Je suis curieux, en fait, Pierre-Luc, j'aimerais ça que tu me racontes un peu ton histoire, autant au niveau professionnel. Je sais que tu fais beaucoup de podcasts, comme je le disais, tu es dans le branding, tu es dans le marketing et tout ce que ça l'engendre, mais j'aimerais ça que tu nous partages un peu l'histoire de Pierre-Luc avant qu'il devienne entrepreneur, puis qu'est-ce qui t'a apporté à prendre cette trajectoire-là. Moi, en fait, avant que je devienne entrepreneur, j'étais un petit gars qui était très créatif. Tout le temps dans ma tête, TDA. Moi, j'ai été diagnostiqué quand j'étais jeune, mais j'ai jamais pris de médication. Mon père voulait pas. Fait que j'ai appris à patauger là-dedans. Puis quand j'étais à l'école, ça n'allait pas assez rapide. Là, je parle de mon primaire, mon secondaire. C'est tout le temps long, les notions, ces affaires-là. Je trouvais ça. Explique-moi le concept, puis je vais le faire. Tu sais, je suis un petit peu comme ça, comment je fonctionne. Fait que j'étais un petit gars qui n'écoutait pas à l'école, qui était tannant aussi. Puis j'ai essayé à maintes reprises de pouvoir continuer l'école, mais en fait, moi, je suis un décrocheur à la base. Je me faisais pogner par mes professeurs en train de lire un livre sur Rich Dad, Poor Dad en dessous de mon pupitre. Réveiller le millionnaire qui est en vous, des affaires de même, parce que vers 16-17 ans, j'avais découvert que je pouvais changer mon mindset littéralement. Fait que j'étais carrément omnibulé par ça, de dire wow, ok, je peux créer ma vie en fait. Parce que moi, il n'y avait personne qui était entrepreneur dans ma famille et tout ça. Puis moi, je sentais que j'avais besoin d'être à mon compte dans ma vie ou être un artiste ou entrepreneur. À la base, je suis un artiste, je suis quelqu'un qui aime peinturer, la musique, je danse aussi. Fait que moi, je comprenais pas ce mode de vie-là du 9 à 5, en fait. Fait que je suis arrivé à l'école, j'étais rendu à l'école des adultes, ça fonctionnait pas. Je pensais que j'allais être meilleur, j'allais réussir à me discipliner. À la base, je suis pas un gars qui a beaucoup de discipline, je suis plus la tête dans les airs, un artiste, je check un petit peu partout. Fait que, mais la lecture, ça par exemple, j'aimais ça. J'aimais ça écouter des choses qui amélioraient mon cerveau. J'aimais lire sur la psychologie, la neuroscience. C'était pas à l'école qui allait tout de suite m'apprendre ça, puis comment devenir un entrepreneur. Fait que l'école, pour moi, je voulais rien savoir de ça. Fait que j'ai quitté l'école. Puis je suis arrivé dans le monde de la vente par l'intermédiaire de Pawn Shop. Fait que j'ai commencé à travailler dans un pawn shop. Faut juste savoir qu'avant, dans ma jeunesse, j'étais tannant un petit peu. Fait que j'étais pas mal tannant, je me tenais pas avec le bon monde, puis je vendais des affaires. Puis ça ressemblait à ça un petit peu ma jeunesse. Puis quand la police m'a arrêté, elle m'a dit PL, c'est assez. J'ai décidé de repartir chez ma mère, en fait, pour devenir plus tranquille, puis commencer à travailler. Fait que c'est un petit peu ça. Puis j'ai commencé à travailler dans un pawn shop, puis la copine que j'avais à ce moment-là, elle m'a dit je suis enceinte. J'avais 20 ans. Fait que c'était comme déjà un départ. J'ai pas d'école. Je sais pas trop où ce que je m'enligne. Je sais que je vais être à mon compte à un moment donné. Je sais que je m'en vais dans la vente. Parce que moi, je savais qu'il y a un chemin dans la vie. Même si tu n'as pas nécessairement d'école, il y a un gros chemin. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, puis tu n'as pas à t'inquiéter avec ça. En fait, si tu es débrouillard, tu es un hustler, puis tu es un entrepreneur dans l'âme ou un artiste, si tu es capable, tu vas pouvoir t'en sortir à 100%. Là. Fait que moi, comme je disais à ma fille tout le temps, tu sais, va chercher tes diplômes, puis après ça, tu feras ce que tu veux. Moi, je n'ai pas été chercher mes diplômes, mais je savais où ce que je m'en allais. Fait que j'avais pas à m'inquiéter. Il n'y a pas tout le monde que c'est comme ça, mais moi, j'étais comme ça. Fait que j'ai commencé à travailler dans un pawn shop. Fait que j'ai commencé à acheter, à vendre des choses. Fait que j'ai commencé à connaître un petit peu l'achat, la vente, c'est quoi. J'ai travaillé avec la plus dure clientèle, puis je suis même devenu directeur de magasin à Laval, à Pont-Viau, une des plus belles places au monde. Pont-Viau. Puis, écoute, ça m'a forgé mon caractère. J'étais un gars qui avait fait des arts martiaux, fait que j'étais correct, j'avais pas trop peur, fait que j'étais correct. Mais tu sais, t'en rends compte du monde fucké, là. Il y a du monde qui vient panner leurs affaires de leurs enfants. Écoute des histoires de fous, là, des prostituées qui me demandent de me faire des affaires pour réussir à avoir de l'argent. En tout cas, bref, j'ai plein d'histoires là-dedans, mais c'est là que ça a commencé un petit peu
commencer à dealer, à vendre, acheter, commencer à dealer sur des objets, puis la valeur des choses et non d'autres choses dans le passé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre action, à savoir, OK, bon, ben, il y a de la misère dans le monde, vraiment. C'est là que je le voyais beaucoup, 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 beaucoup. Et aussi, tu sais, comme l'achat, la vente, combien que ça vaut, combien que je peux leur vendre, tout ça. Fait que le côté entrepreneuriat, il a commencé à rentrer là. Puis à un moment donné, je suis rentré chez nous, j'étais tanné, tu sais. J'habitais à Saint-Jérôme dans ce temps-là, fait que je faisais Laval-Saint-Jérôme. Puis j'avais été dans une convention ACN d'entrepreneurs. Je ne sais pas si tu connais ça, ACN, c'est un MLM avec des amis. Puis ils m'avaient amené à LA. Fait que j'avais été à LA. Fait que ça avait vraiment été nice. Ça m'avait ouvert les yeux. Il y avait plein d'entrepreneurs là-bas. Puis tu te promènes à LA, tu vois des Maserati. C'est fou, là. Les buildings sont énormes. Tout. Fait que j'avais été là. J'avais fait in-out. C'était pas vraiment un voyage. Là. On avait loué genre un hôtel où est-ce qu'on était tous les boys, on était tous couchés à terre quasiment, parce qu'il y avait ceux qui avaient pris le lit, nous autres, on était couchés à terre. On a fait un in-out. Je suis revenu de là, j'étais comme wow! Puis là, à un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit à mon père, écoute, je suis un peu tanné de travailler dans un pawn shop. Je dis, tu sais, c'est pas ça que je veux faire de ma vie, puis tout ça, tu sais. Puis je pense pas m'ouvrir un pawn shop non plus. Puis il m'a dit, va dans vendre, mon fils, pour de vrai. C'est la vraie vente, là, mettons. Vendre, tu sais, il y avait des maisons, des électroménagers, parce que vendre des électroménagers, quand tu es payé à la commission, on gagne. Tu peux faire 80 000 en travaillant 4 jours semaine. Là, c'est là 10 ans. Fait que tu rajoutes un 20-30 000 de plus 4 jours semaine. Il y avait vendre des chars, des affaires de même. Fait que j'ai décidé de me lancer directement en vente pour de vrai. Pour de vrai, là. Tu sais, dealer avec je veux pas dire, dealer avec du monde qui sont un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus stable. Le monde. Fait que j'ai décidé d'aller chez Corbeil Électroménager dans le temps. J'arrivais là avec mon CV, je disais, hey, je veux commencer, puis le gars, il disait, t'as-tu fait ton DEP en vente? J'ai fait non. Il me dit, OK, mais tu veux plus d'envie? Oui, j'ai un enfant, tout ça. OK, cool. Fait que Robert a décidé de. Robert, c'était le propriétaire, en fait, d'un des Corbeil, puis il a décidé de me prendre sous son aile. Et là, j'ai commencé à travailler dans la vente. Je vendais des cuisines à 30-40 000. C'était comme fou. C'était un nouveau monde. J'étais habillé professionnellement. Fait que là, j'ai eu ma portion où est-ce que j'ai commencé à vendre des vraies affaires, on va dire. Tu comprends ce que je veux dire un petit peu? Là, j'avais un bon salaire et tout ça. Puis, dans ce temps-là, moi, j'étais obsédé, depuis que je suis jeune, en fait, je suis obsédé par les marques. Savoir comment une marque réussit à devenir comme internationale, tout ça. J'avais lu des livres et des livres de marketing. J'avais commencé aussi à prendre des cours en ligne dans le marketing pendant que j'étais là-bas. Puis j'aidais mes amis, tu sais, ils partaient des entreprises. Je disais, comment tu devrais faire ça, ça, ça. J'étais ultra créatif. Ton brand il est là, tu devrais faire ça. J'ai commencé à être comme directeur de création un peu on the side pour le fun. Puis j'ai continué à me former. Lire des livres avec Martin Newmer, qui sont les plus gros aux États-Unis, Chris Do, les formations de Chris Do, en tout cas, je peux t'en nommer plein, Richard Branson, et ainsi de suite. Et là, à un moment donné, je savais que je voulais m'en aller là-dedans. Puis j'ai lancé des entreprises comme. J'ai fait une application dans le temps que Uber commençait, qui était Jobin, que ça s'appelait. Puis là, il y a quelqu'un en ce moment qui a lancé une application qui s'appelle Jobin, qui est mon idée de là, en 2023. Non, 2013, excuse-moi. En 2013, j'avais lancé une application avec un de mes amis qui c'était vraiment des travailleurs autonomes. Au lieu d'aller chercher des grosses entreprises, ben, c'était des travailleurs autonomes qui venaient chez vous, en fait que ça coûtait une fraction du prix. Puis on avait commencé à lancer ça. Puis c'était pas le temps. Parce que les gens n'étaient pas habitués à ce genre d'application-là encore. Uber, comment. Fait que là, on avait lancé l'application Jobin, mais tu sais, c'était pas le temps encore. Il y avait Uber qui commençait. Fait que les applications, que c'est quelqu'un qui vient chez vous, ces affaires-là, les gens n'étaient pas habitués. Fait qu'on a même des investisseurs qui étaient intéressés. Mais moi et mon partenaire, on essayait de faire d'autres choses en même temps. Fait que tu sais, quand tu fais comme 6 projets qui ne sont pas connectés ensemble, c'est très compliqué à faire, ce qu'on n'avait pas compris dans le temps, il y a 10 ans, en tant qu'entrepreneur. Fait que on a laissé faire ça. J'ai continué chez Corbeil. J'ai fait du design pour quelques personnes qui étaient en affaires, des artistes, des choses comme ça. Je continue de me former. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'est arrivé, Jesse, qui est arrivé du PL. J'ai mon agence de marketing web. Je veux que tu m'aides à
Je veux que tu viennes dans mon agence et que tu fasses de la vente. Fait que j'ai dit, OK, let's go. Fait que j'ai commencé à faire de la vente pour lui. Ça a été quand même assez bien, c'était correct. Puis je me suis formé encore plus dans le marketing. Là. C'était vraiment fou. C'était une école vraiment très intéressante. Et à ce moment-là, plus tard, je me suis séparé d'une de mes copines et je suis tombé comme dans une dépression. Puis j'ai décidé de quitter et d'aller juste aller sur un plancher de vente. On va appeler ça comme ça. J'ai décidé de retourner sur un plancher de vente. Et ça a duré comme 3-6 mois à peu près. Je ne me rappelle plus bien en ce moment. Mais ça a duré 3-6 mois. Je suis devenu le meilleur vendeur après 3-4 mois. Là. Ça a été long, mais après ça, je suis devenu le meilleur. C'est tout le temps comme ça, il y a une courbe d'apprentissage. Et là, mon ami m'a rappelé, il m'a dit, PL, je veux que tu deviennes comme associé dans l'agence. Fait que j'ai décidé de devenir associé dans l'agence et je suis devenu comme le copropriétaire là-bas. Puis, on est parti de 2 à, on était rendu, je pense, 8 dans l'équipe. Dans le temps de le dire, j'avais doublé tout ce qui était au niveau des ventes et tout ça. Fait que j'étais juste comme, OK, let's go, on le fait. Et là, la COVID est arrivée. Et là, quand la COVID est arrivée au départ, moi, je pensais qu'on allait tous mourir jusqu'à temps que je remarque que c'était, en tout cas, bref, c'était pas si pire que ça. Je ne sais pas si tu te rappelles là, des vidéos en Chine là, que le monde crevait dans la rue et tout ça, ben, c'était une mise en scène. C'est sûr que c'était une mise en scène. Fait que, parce que c'est jamais arrivé ici, nulle part en fait. Fait que, bon, bref, je reviens à ce que je suis en train de dire. Fait qu'à un moment donné, j'étais sur mon divan au départ, j'étais juste comme, OK, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? J'étais overweight, j'aimais pas mon style. J'étais comme, man, je suis même pas à mon compte à 100% encore, c'est pas moi le boss. Leader à 100%. Non, encore même affaire que tantôt. Tu buggais l'image? Là, ça marche. Non, là, c'est beau. Continue. OK, c'est parce que mon micro, tu me diras, il est sur mon iPhone, fait que je vais juste faire attention, je vais cliquer dessus. Ouais. S'il coupe. Fait que je suis arrivé, là, j'étais overweight, j'aimais pas ce que je voyais dans le miroir, j'étais pas en business à 100%. Puis là, j'étais juste comme, j'étais pas le leader puis le boss, j'étais juste comme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de détruire mon potentiel. Fait que là, j'ai décidé de quitter, puis j'ai décidé de dire comme, ben, je quitte. Fait que j'ai décidé de me lancer en affaires, vraiment dans le branding. Là, ça faisait des années que j'aidais. Puis, by the way, juste avant de faire ça, avant que la COVID arrive, on avait pris une compagnie. Puis là-bas, ils faisaient que du marketing. Fait qu'on faisait du marketing sur des sites laids. On faisait du marketing sur des brands qui étaient laids. Et là, moi, j'ai décidé d'engager une designer à l'interne parce que je trouvais que ça faisait pas de sens. J'ai commencé à faire du brand professionnellement là-bas, en fait. Fait qu'on a pris une compagnie et on a fait exploser son chiffre d'affaires de 600% quand la COVID est arrivée. Parce qu'on avait tout fait, le nouveau shooting photo, le nouveau brand, tout le kit. Ça allait exploser comme ça. Fait que c'était juste un way to go là, pour me dire, il faut que tu fasses là-dedans. Fait que, je suis curieux de savoir parce que il y a bien des personnes en fait qui vont nous écouter et qui vont dire hey, PL, il a vraiment misé sur lui à ce moment-là. Il n'était pas satisfait, il n'était pas content, il n'était pas son true authentic self à ce moment-là, mais il a quand même décidé de faire quelque chose de téméraire, d'optimiste, de vouloir sortir un peu là, du chemin qu'on nous apprend à l'école, ainsi de suite, puis il a décidé de miser sur lui. Qu'est-ce que ça t'a pris en fait pour être capable de dire j'ai un niveau de confiance en moi pour pouvoir être capable de me donner un objectif, de le fixer et de le réaliser? Sauter. J'ai pas. Est-ce que j'avais la confiance à 100% de le faire? Non. J'ai juste dit let's go, je le fais. Genre, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te questionner ou de te dire OK, est-ce que je le fais pas? C'est comme. Comment je peux dire ça directement? C'est genre, ferme-la puis fais-le. Genre, j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Pour de vrai, même si tu n'as même pas confiance, fais-le puis ton estime de toi va grossir à un moment donné. Il faut que tu dises écoute, là, ça se peut que je suis pas sûr, je ne sais pas. Fais-le. Tu vas le build avec le temps. Tu n'as pas le choix. De toute façon, donne-toi pas le choix. Parce que souvent, on se donne trop le choix, je trouve, puis on se dit comme j'ai pas assez confiance. C'est pas le moment. Ces choses-là. Mais ça peut être des affaires qui vont arriver si tu vas faire faillite. Tu vas même pas mourir. Tu vas faire faillite, puis après ça, tu vas te rebuild. Genre. Mais à ce moment-là, tu avais une fille, tu sais. Tu sais, tu as eu ta fille à 20 ans. Tu as quand même des responsabilités. Il faut que tu mettes du pain sur la table. C'est pas juste toi seul. Comment est-ce que tu as été capable de gérer, en fait,
quasiment cette obligation-là de devoir réussir, peu importe le projet dans lequel tu te lançais, parce qu'il y avait maintenant quelqu'un qui comptait sur toi? Ben, parce que à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Tu as quelqu'un qui compte sur toi. C'est quasiment y répondre. C'est comme tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Puis, de toute manière, au PDP, je vais aller vendre sur un plancher. Tu comprends-tu? La semaine d'après, je vais aller vendre sur un plancher. Je vais retourner sur un plancher de vente. Fait à ce moment-là, tu n'avais peut-être pas confiance. Ouais, il a lâché ton micro. Je t'entends pas, non. Fait que je continue. Tu n'avais peut-être pas confiance en toi en tant qu'entrepreneur parce que ça n'avait jamais fait auparavant, mais tu avais quand même développé de la confiance en toi parce que tous les projets que tu avais faits, autant de travailler dans un pawn shop que d'aller vendre chez Corbeil, que d'aller être travailleur autonome puis d'aider les autres, tu avais développé ce niveau de confiance-là en tes propres capacités, non nécessairement dans un nouveau projet que tu voulais lancer en tant qu'entrepreneur. Oui. Est-ce que tu m'entends là? Ouais. Yes. Oui, je suis allé développer ces skill sets-là au travers de tout ça. Mais je vais te dire qu'à ce moment-là, quand tu te dis que là, tu n'es plus rendu partner dans l'agence, pour toi, c'est un autre fail, parce que tu as fait plein de petites business en dessous que j'en ai pas parlé. Mais c'est un autre fail encore une fois. Genre, ta grosseur, tu sais, comment tu te sens à l'intérieur, comment tu es physiquement, c'est un autre fail encore. Tu t'es séparé il y a à peu près 2 ans, c'est encore un autre fail. La pandémie qui arrive, c'est encore un autre fail. J'étais pas à 100% à me dire, hey, mon skills, il est là, de genre, hey man, mon gars, let's go, on le fait, on détruit tout. J'étais plutôt à terre et j'ai décidé d'y aller marche par marche. Tu sais, moi, pendant la pandémie, au lieu de m'asseoir puis de manger des chips puis boire de l'alcool, je me suis remis en forme. Pendant que j'étais en train de build mon affaire, j'ai lancé un podcast qui était le Supreme Mindset. J'étais assis dans la. Moi, j'ai décidé pendant la pandémie parce que je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, en fait. Tu sais, là, en France, il parlait qu'il fallait que tu donnes un papier pour pouvoir sortir de chez vous. Ben, moi, je suis allé vivre avec la mère de ma fille pendant ce temps-là avec son chum, parce qu'on s'entendait super bien. Puis j'ai pris une chambre d'enfant avec un matelas à terre pour être proche de ma fille. Puis je faisais mon podcast assis sur un petit banc avec des écouteurs cheap au travers de mon ordi. Puis je faisais le Supreme Mindset où est-ce que j'avais des milliers et des milliers de vues. Mais je n'étais pas prête. Je savais pas ce que je faisais, j'avais plus confiance. Mais je me suis dit, à ce moment-là, PL, à ce moment-là, tu t'en sers pour devenir meilleur un petit peu par petit peu. Parce que j'avais plus l'estime, là. Elle était pas là, là. C'était, j'ai besoin de build mon estime pendant que je me build, pendant que je build tout, c'est là que ça se passe. Fait que j'ai fait confiance en la vie, on va dire, en Dieu, en fait. C'était vraiment ça, là. Tony Robbins, en fait, on parlait de développement personnel tantôt. Tony Robbins, qui est un des grands de ce monde, qui dit que d'utiliser en fait le pain pleasure, d'utiliser le fait d'avoir une certaine souffrance dans ta situation actuelle, est tellement plus grande que n'importe quelle souffrance, des excuses, de la procrastination, du manque de temps, d'énergie, comme un fuel, comme une obligation, un devoir que de faire des choses inconfortables pour t'apporter à sortir de cette situation-là. Penses-tu que si tu n'avais pas connu toutes ces difficultés-là, ces adversités-là, le fait d'être broken down, séparé, de ne pas avoir ce que tu voulais, tant au niveau physique qu'au niveau professionnel, financier aussi. Financier, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, de sortir du bas fond et d'exiger quelque chose de plus de toi-même? Ben, c'est qu'à un moment donné, tu te regardes en face, puis c'est le. Tu regardes la personne que tu es, il faut que tu te regardes en face. Il y a pas. Tu sais, il y a une petite roche dans ton soulier que tu as, puis tu te regardes, puis tu te dis, OK, bon, ben, où est-ce que j'en suis, puis où est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire, puis qu'est-ce que je veux avoir. Puis dans ça, tu fais un bilan de tout ça, tu te regardes en face, tu sais, le monde a peur de se regarder en face. Tu sais, à un moment donné, là, est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon entrepreneur? Est-ce que je fais bien les affaires? Parce que tu es bien dans ton confort. Tu sais, tu l'as dit tantôt, là, la souffrance. Mais là, à un moment donné, c'est assez cette souffrance-là qui est inutile. Genre, puis je me suis dit, je suis prête à souffrir pour pouvoir m'en sortir, en fait. Mais de la bonne souffrance. Parce que la souffrance du regret est beaucoup plus grande que la souffrance que tu vas te donner d'aller au gym, que tu vas te donner de t'entraîner, que tu vas te donner de travailler, d'aller chercher des contrats, de développer une business. Cette souffrance-là est moindre que quand que je vais être sur mon lit de mort et je vais dire, ouais, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais il faut que tu te regardes en face. Tout le monde ne veut pas se regarder en face, bien souvent.
Je te dirais 90% de la population ne se regarde pas en face. Puis au bout de la ligne, ils sont juste comme ah, je sais pas où ce que je veux être. Zéro. Zéro. Parce que la souffrance à court terme, puis tu sais, la satisfaction à court terme de s'asseoir le soir à checker Netflix, puis à se commander du Uber Eats le soir, nous apporte un certain niveau de satisfaction court terme. À long terme, va nous apporter une souffrance qui Confort. va être bien plus grande. Ah, Puis il y a tellement d'études qui ont été faites qui démontraient que les personnes âgées qui sont sur le lit de leur mort, c'est quoi? Qu'est-ce qui aurait voulu changer? L'émotion la plus négative à vivre, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir fait quelque chose que tu pouvais faire. C'est rare qu'on faux. regrette les actions qu'on prend, mais plutôt les actions qu'on ne prend pas. Donc, de sortir de cette situation-là nous apporte un certain niveau d'inconfort qui, sur le court terme, est beaucoup plus aigu, beaucoup plus grand, mais sur le long terme, va tellement nous apporter un niveau de satisfaction Ah, qu'on n'est pas prêt à faire ce switch-là parce qu'on le prend pour acquis jusqu'à temps que c'est le fou. regret fasse partie de notre vie et qu'on soit pogné là-dedans. 100% Caleb, parce que moi, j'aime ça maintenant. Moi, je suis vraiment deep. Je deep dive dans qu'est-ce qui fait mal. Moi, je veux savoir c'est quoi ma roche dans ma vie qui m'empêche de. C'est quoi qui m'empêche, la roche qui me blesse le pied. Puis ça, souvent, celle-là, cette petite roche-là, la plupart des gens, on la garde toute notre vie, pratiquement. Puis ça nous empêche de atteindre notre plein potentiel et de redonner aux autres grâce à ce plein potentiel-là. Parce que le me, myself and I, dans la vie, moi, pour moi, ça vaut rien. Moi, c'est le me, myself and us. Tu sais, c'est tout le monde ensemble qui est important. Puis, une chose que tu as dit, j'adore penser à quand je vais crever. Genre. C'est rough, qu'est-ce que je dis là. Mais c'est important de commencer par la fin pour savoir où est-ce qu'on va dans le début. Et ça, il n'y a pas. Ton Tu m'entends micro, il y a plus? des connecteurs. Ah, là, c'est moi. Laisse faire, c'est Tu mes m'entends? écouteurs. OK. Oui, On est dans la misère aujourd'hui. OK. Fait que qu'est-ce que je disais si tu veux, si tu veux le entendre? C'est qu'en fait, moi, j'adore aller à la fin pour savoir comment je start mon début. ouais. Souvent, les gens ne font pas ça. Ils sont comme ah, ben moi, je suis éternel. Ah oui, ça se peut que tu es éternel avec ton énergie, ton âme, là, puis ton esprit. Là. C'est sûrement, sûrement. Sauf que sur la Terre, live up, t'es pas éternel, mon gars, mais tu peux crever demain. Là. Genre, commencer par la fin. Puis, dans la vie, c'est tout le temps, c'est un recommencement tout le temps. Ça va tout le temps arriver dans une nouvelle souffrance. Il y a tout le temps quelque chose qui revient. Mais il faut se dire que cette souffrance-là est là pour t'apprendre à 100%. C'est là que tu deviens meilleur. C'est là que tu deviens le meilleur entrepreneur. C'est là que tu deviens un meilleur père. Si tu vois que tu fais des affaires avec tes enfants, là, puis tu t'en veux d'avoir fait ça, ben, tu sais exactement sur quoi travailler, en fait. Là, puis, moi, quand j'ai lancé ma business de brand, ça a duré 2 ans. Mon partenaire m'a dit, je m'en vais, je veux faire du coaching. Fait que moi, j'ai recommencé à zéro encore, by the way, 2 ans plus tard. Puis mon grand-père, il crevait en même temps. Alors, c'était tout en même temps. J'avais 15 000 de dettes. J'avais encore une fille à ma charge. J'ai tout le temps eu mon enfant. J'avais un char à payer. J'avais un logement à payer. Je recommençais encore. Mais si j'avais resté dans le bas fond, encore une fois, ben, j'aurais pas l'entreprise que j'ai là, où est-ce qu'on a fait plus que d'un chiffres en 3 ans, qu'on a fait plus de 300 j'allais dire employés, j'ai pas 300 employés dans les 9, plus de 300 clients puis tout le kit. Ben, c'est parce que j'ai continué, j'ai deep dive dans qu'est-ce qui était le plus dur, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mm-hmm. Tu parlais tantôt, en fait, de te questionner, de commencer avec la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux pour Ouais. toi-même. Puis dans des podcasts par le passé, j'écoutais, tu disais de l'importance, en fait, de connaître ton true self, la personne que tu aspires devenir. Puis nous autres, à l'intérieur, avec nos super dads, c'est un concept qu'on leur enseigne, la vision du succès, la vision du super dad. Qui aspires-tu devenir? Quelle est l'importance, en fait, de devenir cette personne-là? Puis malgré qu'en théorie, ça semble simple, facile à juste visualiser, quand tu es dans le bas fond, quand que les choses ne vont pas bien, quand il y a des décès dans ta famille, quand tu as des dettes, tu es passé par mille et une différentes péripéties à travers ta vie, j'aimerais ça, en fait, que tu me partages comment est-ce que tu as réussi, malgré toutes ces adversités-là, à continuer à te concentrer sur la personne que tu aspirais devenir puis prendre des actions alignées avec cette personne-là pour te permettre d'avancer et de passer à travers cette torpeur-là. Écoute, la foi,
de tout le temps, moi, j'ai tout le temps la foi. Moi, je suis pas un gars qui va dire qu'il est positif. J'aime pas, euh, j'aime pas ça vraiment. Parce que, tu sais, le positif, c'est comme quand c'est de la merde, t'es juste comme non, tout est beau, tout est correct. T'es pas en train de t'améliorer. Il y a rien qui se passe quand t'es de même. Moi, j'aime le réaliste optimiste. Moi, j'ai tout le temps été réaliste. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais que c'est de la merde. On va l'arranger. On va être optimiste à ce que ça devienne vraiment mieux. Puis on le sait que ça va aller mieux. Je sais pas si Hmm. tu comprends la différence un petit peu. Puis ça, avoir la foi qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui fait qu'il est là pour m'aider dans tout ce que je fais, puis qui est présent, ça, c'est l'affaire qui m'a aidé le plus. J'ai jamais pensé que j'allais vraiment être genre fini dans ma vie. J'ai tout le temps eu un petit quelque chose. Moi, je l'appelle Dieu, là, qui est là, qui m'aide, puis je le prie, puis je prie à chaque jour de ma vie, j'ai une conversation avec Dieu. Puis c'est ça qui m'a aidé. Il y a des portes qui se sont ouvertes, il y a des affaires qui arrivent qui sont comme fous, même quand j'ai été lazy. Moi, je suis pas une personne de lazy, mais parce que je suis rendu dans ma vie, des fois, je trouve que j'ai des côtés lazy. On a tous nos degrés, là, tu sais, à un moment donné, tu es rendu là, mais tu te trouves lazy, mais la personne qui est là, t'es un espèce de beast. Là, tu veux t'en aller là, mais tu trouves que t'es lazy, mais là, en tout cas, bref, tu comprends le principe un petit peu, qu'est-ce que je veux dire. Mais malgré ce laziness-là, j'ai tout le temps réussi, puis tout ça, puis ça, c'est par la grâce de Dieu, je pense, avec... j'ai pas peur de... Hmm. J'ai pas cette peur-là. Faut arrêter avec les peurs. Les peurs nous stoppent. C'est d'avoir la foi que ça va réussir, que tu vas faire ce que tu as à faire et de prendre des décisions. Quand tu prends une décision, c'est que tu le fais. Tu sais, tu peux pas venir en arrière. Tu dis, OK, je prends la décision de, c'est ton plus grand pouvoir, ça. Le plus grand pouvoir qu'on a, c'est de prendre une décision. Vous ne savez même pas à quel point que c'est genre puissant quand tu dis, OK, cette décision-là est prise. Toutes nos décisions, c'est comme je prends cette décision-là, je m'en vais par là. Après ça, je prends cette décision-là, je m'en vais par là. Mais tu as plein de décisions que tu peux choisir. Ouais. Puis ça, à chaque décision, ça fait des Y Mhm. partout. Fait que c'est là que tu crées une meilleure vie, un meilleur destin. Chaque décision a une répercussion là, fois 1000. Ouais. Fait que quand tu prends en compte, genre, OK, bon, ben, quand que je prends telle décision, sur tel domino, ça tombe ça, ça fait ça, ça fait ça. Écoute, sur des dizaines d'années, ça change tout. Puis quand tu as la foi, ben, tu n'es pas là en train de te morfondre dans un coin, de dire ah non, ça ira pas bien, nan, nan, nan. C'est vraiment une histoire de foi, de décision et de s'occuper de Il y a- ses champs. Je pense qu'il y a les deux. Parce que, tu sais, on a souvent cette discussion-là, nous autres, puis on a dû connaître aussi on a dû faire un certain bout de chemin au niveau de notre croissance personnelle, notre développement personnel. Puis dans le début, nous autres, comment est-ce que les Superlads ont commencé, c'est une drôle d'histoire, mais moi puis Gab, on s'est rencontrés dans un gym. On était deux gars qui, bon, ben, se challengeaient, s'entraînaient fort, ainsi de suite. On est devenus bons amis, on est devenus coloc, on est devenus partner. On a lancé la business des Superdads après avoir lu un livre de Tony Robbins, Awaken the Giant Within, Nice. qui nous apportait à se questionner sur pourquoi est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait. Mais un des aspects que j'aime moins du développement personnel, puis tu sais, maintenant que tu parles de la foi, je ne suis pas une personne qui est religieuse, spirituelle, ainsi de suite, parce que pendant de longues années, j'ai cru, exemple, à la loi de l'attraction. La fameuse loi de Ouais, l'attraction dit pense à quelque chose, mets-le dans l'univers, puis il va finir par te rapporter. Mais ouais, une chose qu'on doit rajouter un immense bémol, tu as bien beau te checker dans le extrême. à chaque jour de dire que tu es beau, tu es bon, tu es belle, tu es capable. Mais si tu ne prends pas des actions, si tu ne prends pas les bonnes décisions, il n'y a absolument rien qui va t'arriver. Fait que dans des moments où est-ce qu'il y a des personnes qui vont prier ou qui vont croire à un niveau supérieur de conscience qui va t'apporter dans la bonne direction, si en fin de la journée, tu ne prends pas les décisions qui sont alignées avec la personne qui est Et aspirée, voilà, il n'y a rien qui va changer. Fait que tu te dois, 100%. ton destin est contrôlé par ça en quoi tu crois, mais également qu'est-ce que tu fais et qui t'es. 100%. Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que tu as les deux pieds à terre, puis tu as la tête qui vise vers les airs. Right? Ben, si tu fais de la méditation, de la prière, ces affaires-là, tu as les deux pieds à terre, tu es sur terre. Le monde qui sont trop spirituels, ils oublient ça. Hey, t'es sur terre. Puis le monde qui disent comme ah, le pouvoir de la manifestation, tu peut-être manifester 30% genre, de manifestation dans ta vie. Là. Ça n'arrive jamais comme tu veux, premièrement. Puis deuxièmement, tu peut-être on va dire, là, c'est des pourcentages qui sont vraiment pas bons, OK, guys? Qu'est-ce que je dis là pour de vrai, là? Mais c'est peut-être que tu as 60% de vraiment que tu fais bouger ta vie, puis elle bouge. L'autre 40%, c'est tout l'externe
qui arrivent dans ta vie nowhere, mais qui sont là pour t'apprendre, par contre. Puis souvent, ce qui arrive avec la manifestation, mettons, les gens qui croient ça dur comme fer, puis ils sont comme ah, ça va arriver, nanana, ben, déception par-dessus déception, sans arrêt d'avoir des déceptions. Parce qu'au départ, moi, je croyais à ça. J'étais juste comme ah oui, non, non, il y a de l'action qui doit être faite, des décisions qui doivent être faites, prise sur tes décisions, médite sur tes décisions, puis ensuite de ça, tu sais, prends tes décisions, puis fais-les, tu sais. Parce que sinon, il n'y a rien qui va arriver, tu sais. C'est une des choses qui est vraiment importante. Puis souvent, les gens vont comme, admettons, vouloir faire la manifestation ou quoi que ce soit, puis ça part d'une affaire qui est me, myself and I, qui est pas vraiment un vrai but ou un why qui va vraiment aller les toucher, mais plus pour aller que les gens soient comme « Wow, t'es nice, qu'est-ce que tu fais? » Non, non, il faut aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur de toi intrinsèquement. Je fais du branding parce que j'adore la psychologie, j'adore aider les entrepreneurs, j'adore à ce que leur image, les gens font comme « Wow, c'est nice ton entreprise. » Moi, ça me touche. J'apporte un plus pour les autres, tu sais. Puis là-dedans, dans tes manifestations, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as les champs de ta vie, en fait. Tu as un gros champ. Puis bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on porte pas notre attention. Wow! On porte pas. OK. On porte pas, je vais faire attention pour pas que ça arrive. On porte pas notre attention sur ce qui est vraiment important dans nos vies. Fait qu'on cultive dans nos champs du vide, des affaires qui font pas de sens. Puis après ça, tu espères de dire ah, mais je voulais avoir ça. Ouais, mais tu es en train de cultiver un autre champ. Toi, tu veux cultiver un champ où est-ce que tu réussis en affaires, mais tu es en train de cultiver le champ où est-ce que tu es en train de cruiser 10 000 filles en même temps. Lequel qui est le plus important pour ta vie? Lequel champ? Fait que les gens, à un moment donné, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils cultivent ou qu'ils sèment. Ils sèment à plein d'endroits qui n'ont pas rapport. Puis après ça, ça demande le résultat, pourquoi. Tu sais, ce que tu es en train de manger, ce que tu es en train de faire, ça amène un résultat. Tu manges pas de la bonne bouffe, ben tu sèmes une graine de pas bonne bouffe. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends du poids, t'es pas bien. Et ainsi de suite. Fait que, après ça, tu manifestes, tu te mets à manifester, mais il n'y a rien qui se passe. Puis ça revient exactement à ce que tu disais pas au bon endroit. Tantôt, tu parlais en fait de ton true self, puis comment est-ce que c'est important en fait de savoir qui tu aspires devenir. Puis tu disais également en fait qu'il y a trop de personnes qui, ben là, c'est peut-être moi qui le dis, là, mais qui surfent la vague, qui se contentent de leur réalité, sans jamais en fait se questionner, se regarder dans le miroir, puis de se poser la question, est-ce que je suis satisfait, est-ce que je suis content de qui je suis en train de devenir. Dans un des podcasts que tu avais fait, que j'écoutais, tu parlais de un conseil, là, tu parlais de le conseil le plus important selon moi, c'est d'être authentique. Puis pendant plusieurs années, tu n'as pas été authentique de ce que tu disais. Puis la COVID est arrivée, tu as changé de job. Pourquoi, de ton point de vue, est-ce que de nos jours, il y a trop de personnes qui ne sont pas authentiques? Puis si on parle spécifiquement de pères qui tombent un peu dans un cercle vicieux de se mettre de côté, de prioriser leur famille, leurs enfants, puis de perdre un peu leur authenticité, de perdre leur flamme, de perdre leur motivation, leur drive, puis de ne pas avoir le niveau de succès ou de satisfaction, de bonheur qu'ils ont besoin. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'on est dans une société aujourd'hui où est-ce que, ben, de ton point de vue, il y a peut-être des personnes qui sont moins authentiques qui devraient l'être? Ouais. Ouais, dans le temps, quand que je parlais, tu sais, que je n'étais pas authentique, c'est que là, de plus en plus, il y a la mode d'être authentique. Ça fait un petit bout de temps que j'avais sorti ce mot-là, puis là, tout le monde dit « Hey, j'ai authentique, être authentique » et ainsi de suite. Puis souvent, les gens qui disent ça sont même pas authentiques. En fait, c'est être vrai de vrai. J'aime encore mieux ce mot-là. T'es pas vrai envers toi-même. T'es un menteur. C'est ça qui arrive souvent. Tu te mens envers toi-même. Tu sais, c'est comme quand tu te regardes dans le miroir, là. Puis moi, by the way, j'ai un poids qui fait tout le temps du yo-yo, OK? J'ai été méga en shape, à gros tas, en shape, normal, à gros tas. Puis là, je suis en train de me remettre depuis un an. Là, on est en train de se remettre dedans. J'ai couru un demi-marathon, là, pas long. Mais quand je t'ai rendu à 200 livres, là, 5 et 7, 5 et 6, là, tu te regardes dans le miroir, là, tu te dis « Ah non, je suis pas pire, je suis correct. » Ça, tu es en train de te dire de la bullshit, man. Mais ça, dans toutes les sphères de ta vie, tu le fais, en fait. Dans toutes les sphères de ta vie, tu le fais. Tu n'es pas vrai envers toi-même. T'sais. Est-ce que tu. Puis même, va plus loin que ça. Est-ce que tu dis ça à ton. Moi, il y avait un de mes meilleurs amis, là, à un moment donné, il était rendu gros. Là, il avait pris du poids. Là. Excuse-moi, je suis un petit peu cru, moi, des fois, quand je parle de ces affaires-là, mais j'ai le droit, j'étais gros. Mon ami, on était au barbershop, puis mon ami, il faisait bien de l'argent, OK? Fait que le monde, il aimait ça lécher ses bottes, t'sais. Fait que là, lui, il était genre, « Hey, les gars, je suis gros, whatever? » Puis là, tout le monde était comme, « Non, non, t'es pas gros. » Moi, j'étais assis devant, j'ai dit, « T'es un gros, toi. »
Genre, t'es gros devant tout le monde. Parce qu'il faut se dire les vraies affaires en tant que personne. Est-ce que tu donnes vraiment du temps à ta famille? Est-ce que tu t'occupes de ce champ-là? Oui ou non? Ah oui, un petit peu, là, tu sais, c'est correct. Bullshit. Est-ce que tu donnes du temps à ton corps? Oui ou non? Bullshit. Est-ce que tu prends soin de ta business comme du monde? Oui ou non? Non. Bullshit. Encore une fois, parce que tu as peur d'être vrai. Il faut être vrai. On n'a pas le choix d'être vrai. C'est ça qui. De toute façon, ils ont fait un test, puis c'était dans un genre de cylindre, OK, qui sont capables de voir ce qui émane, en fait, l'énergie alentour. Puis l'énergie la plus forte, en fait, tu sais quoi? C'est même pas l'amour qui émane d'un corps humain, là. C'est quelqu'un qui se sent authentique, vrai. Quand tu te sens authentique, vrai, tu es à une de tes pleines puissances. Ça, c'est fou. Ça veut dire que quand tu es toi-même, quand tu découvres t'es qui, en fait, puis tu deviens de plus en plus vrai envers toi-même, ben, t'es encore. Moi, j'étais vrai envers les autres, mais j'étais pas vrai envers moi-même. Parce qu'il y a une affaire dans le développement personnel qu'on a oublié, c'est qu'on dit tout le temps, travaille sur toi, puis après ça, tu vas pouvoir aider les autres. Moi, encore une fois, là, moi, l'affaire de positif, tantôt, bullshit, encore une fois. Puis l'affaire de fais juste travailler sur toi, puis après ça sera les autres. Moi, ça, je suis pas capable. Il faut que tu sois envers les autres en parallèle, puis envers toi en parallèle tout le temps. Parce qu'en aidant les autres, tu vas t'aider, puis en t'aidant, tu vas aider les autres en plus de ça. Ça, dans le développement personnel, c'est comme juste comme non, juste toi tout seul dans ton bar. Après ça, tu vas aller voir les autres. C'est bullshit. Les deux, c'est la même chose. Parce qu'au travers des autres, on se voit, puis au travers de toi, tu vois les autres aussi. Mhm. Fait qu'il faut jamais oublier ce moment-là d'être vrai. Fait que plus tu vas être vrai envers toi-même, envers les autres, ben, tu vas devenir authentique, puis tu vas vibrer au niveau de l'énergie, quelque chose de. Là, je suis pas en train de rentrer dans le spirituel, je dis des facts qui ont été mesurés là, scientifiquement. Vous irez voir, là, énergie, authenticité, là, il y a des scientifiques qui ont fait ça. Puis, quand tu deviens de plus en plus vrai, tu es capable de te regarder en face et de te dire de te la fermer, en fait, puis de dire non, non, c'est pas vrai, là, ferme-la, là. Mhm. Genre, quand tu veux pas aller prendre ta douche froide ou des affaires que ça te tente pas, puis tu te dis ferme-la, puis tu le fais, c'est là que tu commences à avoir un vrai changement. Mhm. Puis, la roche, comme je disais tantôt, la petite roche qu'on s'avoue pas. C'est ça, Ouais. là, tu sais, tu me parles d'authenticité, c'est cette roche-là, là. Tu sais, la petite roche là, que tu gardes. Là. Je suis sûr que tu penses à. Je sais que tu es un gars qui est un high achiever, mais je suis sûr que tu as une petite roche que je te dis la roche. Je suis sûr Mhm. que tu es en train d'en penser à une dans ta tête que tu dis ouais. Ça, pour vrai, ça m'enlève. Ça m'enlève de mon plein potentiel. Puis ça, c'est le. On n'en parle pas assez dans le développement personnel. La petite roche. Mhm. C'est une affaire qui règle beaucoup d'affaires. Quand tu prends le temps de penser à cette petite roche-là, tu décides, tu prends la décision de l'éliminer, tu dis là, je travaille sur cette petite roche-là, ben, tu t'enlèves un handicap automatique de même. Mais ça prend d'être vrai. Ben, je pense que qu'est-ce qui est l'aspect plus difficile, le couteau à double tranchant du développement personnel qu'on discutait tantôt, c'est que le développement personnel prône le positivisme, l'optimisme, la loi de l'attraction met dans l'esprit, met dans l'air ce que tu veux avoir. Fait Ouais, qu'on n'a souvent pas tendance à regarder notre réalité du moment présent, puis les facteurs limitants de notre situation, que ce soit personnel, financier, relationnel, qui nous apportent en fait à tu sais, fake it till you make it. Puis tu travailles ouais, dans un domaine, le branding, où est-ce que c'est très d'apparence, on va se le dire. ouais, C'est la première image, c'est l'image de marque. Puis la marque, c'est l'individu derrière l'entreprise. Fait que aussi. ça apporte aussi comme je l'ai dit tantôt, à fake it till you make it, à te forcer qu'à quasiment développer une image externe, superficielle, qui est potentiellement pas toi. Fait que tantôt, quand je posais la question, qu'est-ce qui fait en sorte en 2026 que les hommes, que les pères, que les entrepreneurs Ah, ont peut-être de la difficulté à être authentiques? C'est peut-être que parce que la société, avec Instagram, avec les médias sociaux, avec tout ça, ben, ils montrent juste le beau côté des choses, le bon côté des ah choses, ouais, ouais, l'apparence. Comment est-ce que dans ton quotidien, toi qui dois démontrer une certaine prestance, tu dois démontrer la prestance de tes clients, tu dois les apporter à se montrer sous leur vrai jour. En as-tu déjà rencontré des clients qui, c'était juste une façade, puis que leurs petits cailloux dans leurs souliers les empêchaient d'avancer, on ne se concentre pas là-dessus.
on se concentre juste sur l'optimisme, le positivisme, les a potentiellement empêchés de croire puis d'avancer dans la bonne direction? Ouais, j'ai eu un client dans la construction dans le temps on avait fait une session d'exploration en fait pour son entreprise plus. Puis lui, il prônait là, l'authenticité, les membres sont proches, tout ça. C'était carrément le contraire là, que c'était là. Fait que ça, en tout cas, j'ai vu la compagnie faire ça, puis ça a crashé direct. Ça n'a pas pris de temps, là, en fait. Là. Fait que ça, c'est une affaire. Pourquoi que les gens, c'est une bonne question. Pour vrai, pourquoi que les gens ont de la misère à être authentiques? C'est simple, ils ont de la misère à se montrer sur le vrai jour, surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Là. Comme tu l'as dit, ils voient que tout le monde réussit, mais ils savent pas ce qui se passe en arrière, comment que c'est dur, que c'est pas facile. Puis on va arriver, on va dire, ah, eux autres ont tellement l'air d'être bons ou quoi que ce soit, que là, après ça, on veut montrer la même chose, mais on ne l'est pas vraiment en ce moment. On n'est pas successful, puis toute l'équipe. Dans une génération que les gens veulent avoir de l'air plus successful que de réussir, en fait, pour de vrai. Fait que ça, je pense que ça l'aide pas au niveau de l'authenticité, là, tu sais. Puis, c'est la pire chose, parce que nous, on travaille beaucoup sur des brands corpos d'entreprises. On travaille moins sur le branding personnel des entrepreneurs. Euh, By the way, je dis lancer en primeur, j'ai un cours là-dessus qui s'en vient sur le brand perso parce que c'est comme ça que j'ai fait mon argent, puis j'ai eu des employés, puis on a fait beaucoup d'argent avec ça, juste avec mon brand perso. Mais bref, euh, c'est important, encore une fois, comme je dis, c'est d'être le plus vrai possible. Les gens connectent avec ça. Mm. C'est là que tu as la plus grande connexion. Puis en 2025, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est, comme tu dis, on voit des gens qui ont l'air de réussir, mais à l'intérieur, ils ne réussissent pas non plus. Là. Ça, c'est une affaire qu'on ne voit pas pantoute. Là. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui m'interpelle et Ouais. qu'est-ce qui m'intéresse surtout, c'est Pierre-Luc derrière l'entrepreneur, c'est le père que tu es, ainsi de suite. J'ai quelques petites questions pour toi qui sont sorties dans le début de notre conversation. Étant un gars super créatif, on le sait que Ouais. l'école, c'est pas fait pour les personnes qui sont créatifs. Moi aussi, TDAH, ainsi de suite, j'étais un sportif. J'avais un peu on va le dire, j'avais de la facilité à l'école, mais c'est pas quelque chose qui m'interpellait. Mais parce que j'ai eu cette facilité-là, j'ai bien réussi. Toi, un gars qui est créatif, un gars qui ne fait pas 100% dans le moule scolaire, tu vas en sciences de la santé, tu t'en vas à l'université, ainsi de suite. Quels ont été les challenges auxquels tu as fait face? Puis comment est-ce que tu as potentiellement outillé ta fille à être capable de trouver sa voie, son X à elle, si elle est dans un type de personnalité similaire au tien? Ma fille est quand même très différente de moi. Elle n'est pas full artistique. Elle aime chanter, elle chante. Mais c'est pas une fille qui est tout le temps en train de faire des affaires dans sa tête, en train de penser à des idées de tout ça. Je pense que ma fille, peut-être qu'elle sera pas en affaires. Ça va être plus un employé, je pense. Moi, je l'écoute, puis je l'encourage, en fait, à faire ce qu'elle a vraiment envie. Tu sais, j'ai tout le temps dit, finis tes études, au moins. Mais ma fille, la différence qu'elle a avec moi, c'est qu'elle, c'est une bolle à l'école. Genre, elle, c'est des 98, 99. Elle n'a même pas besoin de se forcer, elle est capable de se concentrer et faire ses affaires. Tandis que moi, ma tête était ailleurs. Là. Le professeur m'a parlé, je voulais rien savoir tout. J'étais tannant, en tout cas, bref. C'est comme ça que j'ai parti ma vie. Mais elle est concentrée à l'école, elle est bonne, je l'ai tout le temps poussée, je l'ai tout le temps encouragée. T'es belle, t'es bonne, t'es capable, let's go, tout ça. Je vais même pas aux rencontres de parents, jamais. Jamais, depuis longtemps. Ça m'a jamais rien servi. Là. J'allais les voir, puis ils me disaient, bon, ben, ta fille, tout est good. Puis je partais. C'était ça qui se passait. Ça ne servait à rien. Je l'ai outillé, en fait, en. C'est une bonne question. Je l'ai outillé en l'encourageant. Puis, écoute, avec ma fille, là, ça a tout le temps été. Au lieu je la chicane quand elle était plus jeune, j'aimais pas ça la chicaner. J'ai jamais aimé chicaner ma fille. Moi, la manière que je l'ai élevée, c'est en, en ce qu'elle soit capable de se questionner. Fait que c'était tout le temps quand elle faisait quelque chose, je disais, est-ce que tu penses que ça va t'apporter du bien faire ça? Ah non. Est-ce que tu penses que c'est le fun pour moi? Ah non. Pourquoi papa il parle de ça en ce moment? Pour mon bien. All right. Fait qu'au lieu de dire, quand j'étais plus jeune, va dans ta chambre, j'aimais expliquer les choses.
Fait que ça l'a beaucoup aidé, je pense. Déjà là, à son apprentissage, puis comment elle a pu se développer au niveau du mental. Au niveau de l'école, j'ai été chanceux. C'est une petite fille qui est bolée. Là. Je peux pas te dire que j'étais le meilleur. Elle faisait ses devoirs dans ses classes de même. Fait qu'elle arrivait à la maison, j'avais rien besoin de regarder. Mhm. Je checkais ses bulletins, ok, cool. Fait que j'ai vraiment été chanceux, si je vais te le dire. Maintenant, niveau adolescence, c'est encore une fille qui se développe super bien avec ses amis, toutes ces affaires-là. Il faut que je l'aide à être moins sur son cellulaire. Là. Ça, c'est des nouveaux défis parce qu'elle m'écoute pas, puis toute l'équipe. Puis là, je suis en train de, tu sais, j'ai pas, il n'y a rien de gros, mais je l'aide là en ce moment à être un petit peu plus responsable. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'affaires pour elle, puis je suis rendu là. Tu sais, là, je donne des conséquences, par exemple. Là, j'ai plus le choix, là, mais c'est pas la grosse affaire. C'est des petites affaires à la maison. Là. C'est Mhm. plus des petites affaires de discipline. On Mais enlève je trouve le sel je le suis pas soir. Là, d'accord cette parce que tu affaire-là. disais tantôt, en fait, qu'une des raisons pour laquelle les personnes ne deviennent pas les personnes qui souhaitent devenir puis qui ne deviennent pas leur true self, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de faire une introspection, de se questionner, de se regarder en plein miroir. Mais lorsque tu questionnes ta fille, qu'à faire une introspection puis qu'à faire ses propres réalisations par elle-même, tu es en train de la responsabiliser pour que plus tard, lorsqu'elle devienne autonome, soit pas sur ta garde parce qu'elle va finir par déménager, elle soit outillée pour être capable d'éviter potentiellement des obstacles que toi, tu as peut-être rencontrés plus jeune parce que tu n'étais pas dans le bon crowd, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est comme 100%. une des valeurs les plus importantes à partager. Puis là, tu disais, OK, ma fille est adolescente et sur les médias sociaux. Ta job, c'est d'être sur les médias sociaux. Right? Ouais, 100%. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est comment est-ce que tu as réussi en tant qu'entrepreneur. Là, t'es père monoparental, je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, ben, tu sais, c'est une semaine, elle est chez sa mère, je l'ai chez moi. Puis là, Exact. moi, j'ai une copine avec un petit gars de 3 ans qu'elle avait. Puis ça c'est-tu en live? Non, non, non. Fait que ça va être posté quand? La semaine prochaine. OK. Bon, c'est pas grave, on va l'annoncer. J'attends un autre bébé, là, en ce moment, Ouais, là. félicitations. Félicitations. Yes. Fait Merci. que moi, ce que je veux savoir, c'est, tu sais, tu as une business, ça roule. Comment est-ce que tu réussis à trouver un équilibre de vie? Ou est-ce que tu es capable, en fait, de ne pas rapporter la job chez vous dans la sphère familiale, relationnelle? Je coupe tout. Simple. Quand je suis chez nous, puis je suis avec ma fille, ma blonde, je parle jamais de travail, pratiquement. C'est ça que je fais. Puis Je niveau peux personnel, recevoir, je peux recevoir un message, répondre ou whatever, mais ça s'arrête là. puis Pour moi, niveau c'est vraiment personnel, important. sortir parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, normalement, c'est pas une job 9 à 5. Tu n'as pas de punch-in, punch-out. Tu as toujours ces responsabilités-là, le prochain chèque de paye que tu dois verser le prochain jeudi, ainsi de suite. Y a-tu des défis, des challenges que tu as dû apprendre en devenant père pour être capable de trouver cet équilibre-là? Euh, En fait, le plus grand challenge, c'est l'horaire. Puis ce que j'ai trouvé pour le challenge, en fait, c'est bloquer, faire des blocs dans l'horaire. Puis réussir à se lever tôt. Ça, c'est mon plus gros challenge à vie. Me réveiller. Je me lève à 6h30, mais mon plus gros challenge, c'est de me réveiller à 5h30. C'est cave, hein? C'est ça mon plus gros challenge. Parce que c'est là où est-ce que je vais chercher tout, tu sais, le matin, une petite routine. Il y a du monde qui dit, ah, pas besoin de routine. Ben, je te dirais d'avoir, genre, et plein d'enfants, et, genre, fais des enfants, tu vas en avoir besoin d'une routine le matin, là, pour placer tes affaires, là, tu sais. Euh, puis, la question, c'était comment que j'ai fait? Ah, je te dirais que c'était un horaire que je me suis donné, là, tu sais, on dit beaucoup pas de 9 à 5, mais tu sais, moi, je suis comme, au bureau, je me donne un horaire flexible quand même, c'est entre 8h et 8h30 que je commence à travailler, puis je finis entre 6h et 6h30 de travailler. Fait que j'ai quand même un 10 heures de travail là, facile par jour. J'abuse pas à 12-14 heures. Quand tu es rendu à 12-14 heures, c'est parce que tu as besoin d'automatiser des affaires ou tu as besoin de régler certaines affaires. Fait que ça, c'est ma zone tampon là, que je me suis donné là, entre 8 heures et 6h30 à peu près. Je finis de travailler, on s'entend le temps que je rentre chez nous, il est déjà rendu 7h, 7h30. Puis après ça, je soupe. Après ça, il est déjà rendu 9h. Là, c'est comme, j'arrête de travailler, je vais me coucher pour me réveiller à 5h du matin. Puis quand je travaille, j'ai du time blocking.
Comme mardi, c'est une journée vente. Jeudi, c'est une journée vente. Après ça, le reste, je travaille sur la business. J'envoie des soumissions, des affaires de même. Je m'occupe de l'équipe. Fait que c'est du time blocking. C'est de te donner un horaire que tu sais que tu vas travailler de telle à telle heure. Quand tu es avec la famille, tu es avec la famille. Tu peux pas commencer à prendre des appels au souper. Là. Mets-toi un système, trouve-toi des gens qui travaillent pour toi, délègue, parce que ça fait pas de sens, tu vas te brûler. Tu sais, quand que je parle de champs, des champs où est-ce que tu sèmes des graines, ben, tu veux pas que ton champ de ta famille, ben, il périsse, pogne en feu ou qu'il soit désertique. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, là, mes petits conseils là-dedans. Là. Super. Avant qu'on sache, j'aurais des petites questions quick fire, peut-être qui vont être un peu Let's plus go. long fire. C'est quoi les plus grands défis en fait que tu as rencontrés en devenant père que tu n'avais peut-être pas pensé rencontrer? Le temps. On en a discuté un peu tantôt, là, c'était le temps. Là. C'était de tout arranger ton temps, ton timing, puis tout ça. C'était qu'est-ce qui était le plus dur. Puis moi, je l'ai eu jeune en plus de ça. Fait que j'avais encore quelques petites affaires que je voulais vivre, puis tout ça. J'arrivais à le vivre une semaine sur deux. Là. Mhm. Mhm. Fait que c'est vraiment le temps, en fait. Parce que ça va prendre de ton temps. Mais si vous n'êtes pas quelque chose que tu dis, aïe, aïe, ça prend de mon temps, c'est pour ça que je réussis pas. Vous êtes une motivation pour que tu réussis, en fait, les enfants. Tu as eu ta fille à 20 ans. J'imagine qu'à 20 ans, c'est normalement pas l'âge qu'on devient père. Fait que tu t'es un peu peut-être fait surprendre là-dedans à devoir être prêt à devenir père. Selon toi, est-ce qu'on doit être prêt afin de devenir père? Moi, je vais répondre à ta question, mais en même temps, je vais dire une autre affaire. Je crois fondamentalement qu'en tant qu'être humain, biologiquement, à 20 ans, on devrait être parent, mais que la société nous pousse à ne pas être. Ah, fais tes affaires, fais telle affaire, telle affaire, faut que tu sois rendu là. Puis là, après ça, à 30 quelques années, on a des enfants ou est-ce que c'est des grossesses à risque? En fait, après 30 ans, une femme, c'est une grossesse à risque. By the way. Fait que moi, je crois qu'on devrait tout avoir nos enfants plus jeunes. Puis c'est un choix, là, by the way. Mais biologiquement, c'était quoi la première Est-ce qu'on question? doit être prêt? Est-ce qu'on doit être prêt pour devenir père? Non, 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 non. Moi, je pense que tu deviens prêt puis tu prends la décision de devenir prêt, en fait. Mhm. Parce que c'est la maturité, hein. Si t'es un père qui est comme, mais moi, je suis pas prête, je n'étais pas prête, je suis pas prête, ben, va-t'en, genre, qu'est-ce que tu fais? Mhm. Genre, occupe-toi de tes enfants, là, puis that's it, c'est une décision. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, si j'aurais mis une fille enceinte, que ça n'aurait pas été ma blonde ou quoi que ce soit, j'aurais pris la décision de m'occuper de l'enfant. À un moment donné, en tant que société, il faut arrêter genre d'être une victime, puis d'arrêter de dire, mais je n'étais pas prête, mais je peux pas. Arrête de trouver des excuses, puis fais qu'est-ce que tu as à faire, tu es un homme. Fait que, est-ce que on doit être prêt? Je crois qu'il n'y a pas d'âge à être prêt. Est-ce que pour vrai, on peut se dire comme, écoute, je vais work comme un malade mental jusqu'à 25, 27 ans? Vraiment, là, pour vrai, là. Pas, je vais aller dans un club, je vais faire n'importe quoi. Puis à cet âge-là, je vais être prête. Je pense que ça peut être une belle option pour de vrai, là, Cool. de se préparer un petit peu, là, Mhm. Parce que moi, j'avais pas une bonne job, j'avais rien, là. Moi, ça a été du struggle, là, Ouais. jusqu'à 27 ans, là, 28 ans. Bon, comme quand on en a parlé, Mais ça ça m'a t'a. appris beaucoup. Ouais. Ça m'a appris énormément. Puis si j'avais à le refaire, je le referais. Là. J'ai passé au travers de ça, puis j'ai appris en Mhm. malade, puis je suis devenu très mature rapidement aussi. Là, Ouais, fait que 100%. tu sais, c'est comme, j'ai pas de réponse. Ouais. J'ai des réponses sur qu'est-ce que je crois, mais en même temps, ça peut être, tu peux avoir tes enfants plus vieux, plus jeunes, tu peux être prêt, moins prêt. Il y en a pas, parce que la vie, elle t'apprend tout le temps, en fait. C'est ça qu'il faut que tu remarques, puis c'est de la manière que tu vas le prendre. Mhm. Fait qu'il n'y a pas de bonne vraie réponse. Mais Ouais. biologiquement, on a vraiment un âge pour de vrai. Pas l'homme, par contre. L'homme, on est quand même longtemps pour faire les enfants. On dit souvent, en fait, là, qu'on veut offrir à nos enfants qu'est-ce que nous autres, on n'a pas reçu. Y a-t-il des affaires, en Ouais. fait, que tu veux offrir à ta fille que toi, par le passé, tu n'as peut-être pas reçu ou tu as senti un certain manque à un certain point comment est-ce que tu étais? Mon père, toute ma jeunesse, il nous avait comme aux 2 semaines, la fin de semaine, parce que c'était la mode. Toi, t'as quel âge? C'est à la même place, 31 ans. Bon, bon, moi j'ai 35, fait qu'on est à peu près à la même endroit, on a 4 ans de différence. Dans les années 90, début 2000, c'était vraiment la mode que le père avait juste les enfants en 2 semaines, la fin de semaine. Ouais.
Je sais pas pourquoi, c'était genre, non, toi, t'as pas le droit. On peut bâcher beaucoup les hommes, mais les hommes, c'était ça qui se passait. Bizarrement, t'as vécu la même chose? Ouais. J'ai vécu la même affaire aussi. Ce qu'on voit moins maintenant, hein, les papas, ils prennent une semaine, by the way. Parce que souvent, la loi avec les avocats, ben, c'était comme on va aller chercher le plus d'argent possible pour la mère, on va down shot le gars, puis on va aller chercher comme genre le plus d'argent, puis ben le père, ben c'est aux 2 semaines, il n'est pas important, lui. Fait que sûrement plein de monde de ma génération ont vécu ça. Fait que je suis sûr et certain, il y a plein de monde qui vont se reconnaître là-dedans. C'est comme ouais, je voyais mon père la fin de semaine aux 2 semaines. Euh, Comment que je vois ça, mettons, ce que j'ai manqué, je te dirais, c'est que je trouve que j'ai pas vu assez mon père quand j'étais jeune. J'ai manqué de discipline au travers de tout ça. J'ai jamais manqué d'amour, mais j'ai manqué de discipline, de montrer comment avoir de la discipline et tout ça dans ma vie. C'est moi qui a fallu qu'il le bâtisse, tu sais. Euh, les gens qui disent ouais, pas besoin de coach dans la vie, blablabla, toutes ces affaires-là. Ben, je suis content pour toi que tu as vécu dans une famille où est-ce qu'ils t'ont montré l'amour, la discipline, le respect de soi, tout ça. Mais c'est encore des pourcentages pas bons. 60 à 70 à 80 je pense que les gens n'ont pas eu une famille à 100% fonctionnelle. Ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des coachs qui vont nos angles morts et qui nous aident. Donc, je pense qu'en tant que père, ce que j'ai pas eu, euh, by the way, mon père, j'ai été plus proche de lui là, à partir de 17 ans. Là, fait que shout out mon père. Mais euh, j'ai pas eu cette discipline-là d'un père ultra présent dans ma vie quand j'étais jeune. Fait que moi, c'est qu'est-ce que je veux offrir à mes enfants. Ma fille, quand je me suis séparé, c'était sûr que je l'avais une semaine pour être présent, être avec elle. Puis là, ce que j'essaie de faire, ce que j'ai tout le temps struggle, la discipline, toutes ces affaires-là, ben, c'est des affaires que j'ai implémentées dans ma vie que je veux transmettre à ma fille et mon futur enfant qui s'en vient en juin. Super. Beaucoup plus. Ouais. Super. Qu'est-ce Un qui. mindset aussi. Ouais. Le mindset. Mon père avait pas un bon mindset. Très négatif. Je chialais tout le temps. Euh, puis ma mère aussi, de mon côté, c'était très dur la vie, puis ces choses-là. J'aime ma mère, elle m'a élevé dans la belle amour, puis toute l'équipe, c'est parfait. Mais c'est un mindset qu'il a fallu que je bâtisse moi-même tout seul, là, que je veux inculquer tout de suite en partant avec mes enfants. Puis la famille aussi. Avec la copine avec qui que je suis, qu'on va se marier, ben, je veux que nos enfants voient l'amour d'un couple uni, en fait, que je trouve qu'il devrait revenir beaucoup plus en ce moment en société qu'il y a eu tellement des séparations de ah ben on peut aller voir ailleurs tout le temps, tout ça, au lieu de bâtir des couples solides avec nos enfants, ce qui fait la base de la société, en fait. Super. Bref, c'est des idéologies que j'ai. Ouais. Mais je pense que c'est important d'en avoir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne forment pas leur propre opinion. Puis tout le monde a droit à sa propre opinion. Mais j'ai comme l'impression, quand tu dis que dans notre société, c'est pas toujours comme ça. En autant que tu aies une opinion qui est forte, puis que tu y adhères à 100%, je Ouais. pense qu'il n'y a pas de mauvaise opinion. La mauvaise opinion, c'est celle que tu n'as juste jamais formée. Puis tu sais jamais qu'est-ce. 100%. Tu sais, il y a toujours un narratif qui est poussé un peu, tu sais, c'est comme on dit que peu importe t'es comment, t'es parfait, t'es correct. C'est correct de dire je suis assez, mais je peux m'améliorer. On oublie de nommer celle-là. Exact. On oublie de dire, OK, bon, ben, une famille traditionnelle, c'est bien, c'est bon pour les enfants, scientifiquement, c'est prouvé. Mais à la place, on va pousser d'autres choses, de dire, OK, mais tu fais qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, tu vas trouver mieux. Non, travaille. Travaille pour ton couple, travaille pour ton entreprise, travaille pour tes enfants, travaille. Fais qu'est-ce que tu as à faire. Non, on pousse pas ça. En tout cas, il y a plein d'affaires qu'on pousse pas que je trouve que c'est pas ça qui bâtit une société forte, en fait. La responsabilisation. Trois dernières Ouais, la questions. responsabilisation de ça, Ouais. man. Trois dernières questions. Quel est un conseil que tu aurais souhaité recevoir avant de devenir père qu'aujourd'hui tu appliques ou tu as réussi qu'à venir retirer ton expérience d'être père d'une fille de 14 ans? Profite de quand que bébé soit présent à 100%. Ça va très vite. Puis ça, on se le fait tout dire. C'est tout le conseil que tout le monde dit. Hey, tu vas voir, ça va aller vite. Puis t'es juste comme, ouais. Ça va extrêmement vite. Tu sais, quand que je dis d'être présent, c'est que quand tu as ton enfant dans tes bras, réalise que tu es avec ton petit bébé, genre, puis qu'elle va grandir, puis toute l'équipe. Parce que bien souvent, quand tu es jeune, puis tu l'as, ou que tu es occupé par plein de projets, tu l'as, tu t'en occupes, tu es présent. Mais dans ta tête, des fois, tu n'es pas présent. Fait que d'être un petit peu plus présent avec nos enfants.
Prends le temps de le regarder et de faire comme, même de pleurer s'il faut, d'être ému, de pouvoir avoir ce bless-là de la vie, de pouvoir élever un autre être humain. On s'en rend pas compte, mais c'est un miracle qu'est-ce qu'on vit, là. C'est fou, là. Il y a ton ADN, cet enfant-là, là. Il va avoir des parties de toi que c'est même pas toi qui l'as inculqué, mais qui l'a à l'intérieur de lui. Tu le vois avec des enfants qui ont été, mettons, on connaît le père, mais l'enfant connaît même pas le père, puis tu reconnais le père dedans. C'est insane. C'est insane comment c'est fait. C'est un miracle. C'est fou, là. Fait que d'apprécier vraiment les bons moments, puis de te dire, OK, je vais être là 100%. Puis de regarder cet enfant-là, puis de dire, wow! Tu sais, moi, j'ai été tout le temps présent pour ma fille, mais je trouve que des moments que j'aurais voulu comme plus graver, je trouve que ça n'a pas été assez là parce que, tu sais, j'avais la tête, j'étais jeune, puis j'avais plein de choses à régler encore, là, tu sais. Qu'est-ce que c'est pour toi la définition d'être un super dad? D'être un super-héros pour son enfant. Que son enfant, il fait comme moi. Mon père, là, il l'avait. C'était super. Mon père, là, c'était un travailleur. Mon père, c'était quelqu'un qui réussissait dans sa vie et dans la vie. C'était quelque chose. C'est ça, être un super dad, là. C'est comme ton enfant, il est fier de son père. Ton enfant vient te voir pour des conseils. Ton enfant arrive à te parler quand il y a un problème. Ton enfant se confie. Ton enfant, il est là, il sait que tu es son coach. Il sait qu'il peut venir te voir. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Combien de personnes que c'est rendu eux autres le coach de leurs parents. C'est rendu eux autres qui disaient quoi faire à leurs parents. Moi, je vais être le genre de père que, hey, je vais aller poser une question à mon père sur les finances, sur genre comment que je peux penser là-dessus, sur mon couple. Je vais être ce père-là où est-ce que c'est comme wow, mon père c'est ça, là, il réussit. Je parle pas de financièrement, ça on en a rien à foutre. Je parle vraiment de non, on en a pas rien à foutre, c'est pas vrai. Je parle, mais le core, c'est qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants. C'est ça être un super dad. Genre comment qu'il était mon parent, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il a fait pour les autres. Comment que les autres voyaient mon père? Comment que moi je le vois? Comment que j'étais en sa présence? C'est ça un super dad. Puis l'héritage que tu laisses, c'est insane. Là. On pense, tu sais, les Québécois, là je vais parler d'argent de finance, mais les Québécois, nos parents, nos grands-parents, la plupart, puis ceux que leurs parents ils ont laissé une fortune ou que leurs grands-parents ont laissé un héritage pour que la famille puisse grandir puis qu'elle n'ait pas peur avec les dettes puis ces affaires-là, bravo. Mais la plupart des Québécois ont tout flobé puis s'en foutent de leur héritage puis des gens après, là. Tu sais, les Juifs, là, ils mettent des assurances, s'arrangent pour que ça grossisse puis que les gens puissent s'aider. Les Québécois, on est là, on flotte tout notre héritage, on n'en a rien à foutre puis toute l'équipe. C'est ça être un super dad aussi. C'est de dire, Colin, je vais bâtir de quoi qui va garder une pérennité pour mes enfants et les futures générations. Puis les gens là, qui ont des travails puis qui sont pas nécessairement à leur compte, parce qu'on s'entend que quand tu es entrepreneur, tu peux build ton salaire, dire je fais 100 000 cette année, puis l'année prochaine, je vais faire 1 million personnel. Ça se fait, ça existe. Des amis qui le font. Mais quelqu'un qui est salarié va chercher une façon d'aller chercher de l'argent de plus ou de juste bien gérer ton argent, au pire, de placer ton argent. Parce que les gens vivent de salaire en salaire, ils ne placent pas leur argent, ils font n'importe quoi. T'sais. Fait que juste te dire, OK, moi j'ai un salaire, est-ce que je suis capable de placer pour un héritage? C'est ça être un super dad. L'héritage. C'est ça être un super dad. L'héritage. Legacy. Puis je parle pas d'argent, je parle de tout, overall. Est-ce que tu as mis de l'eau et des graines à la bonne place dans les bons champs pour les gens? C'est l'héritage d'être un super dad. On parle souvent. Quand tu as un petit-fils qui dit mon grand-père, il a fait ça, mon grand-père était là. Pas obligé de bâtir des compagnies. Oui. Mais mon grand-père était présent pour ma grand-maman. On restait ensemble. Il était présent pour ses enfants, pour mon père, pour ma mère. Quand tes petits-fils parlent de même, quand tu es rendu grand-père, c'est insane. L'héritage. C'est ça, c'est un super dad. Il y a souvent, en fait, la fameuse discussion du nature versus nature, qu'on devient ou qu'on est formé par le patrimoine génétique qu'on se fait léguer. Si ma mère était en surpoids, mon père était en surpoids, il y avait des mauvaises habitudes, des habitudes de consommation.
À la fin de la journée, quand on est, oui, on est avec un patrimoine génétique, mais plus qu'on avance, plus on a tendance à suivre le patrimoine de décision, d'action, puis ouais. c'est ça, en fait, qui finit par devenir qui qu'on est. Fait que je pense que tu l'as tellement bien ciblé. Puis c'est la dernière question, j'aime ça la poser, mais tu y as répondu. Bon, il a pas mal répondu à travers le podcast. C'est si tu avais à mourir demain matin, comment est-ce que tu voudrais être rappelé par ta fille, par tes enfants, par les générations qui vont suivre après toi? Je pense que tu l'as très bien répondu tantôt, mais ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. Pose-toi la question, qui souhaites-tu devenir si la vie avait à s'arrêter demain? Est-ce que je suis aligné avec cette personne? Est-ce que je prends les actions qui sont cohérentes avec la personne que j'aspire devenir afin de léguer un héritage et la pérennité à ma famille et aux générations qui vont suivre après moi? Écoute, Pierre-Luc, je te remercie pour le temps que tu nous as alloué aujourd'hui. Super inspirant de voir l'arrière-plan d'un entrepreneur à succès. C'est pas toujours facile. On en rencontre des difficultés, mais c'est super cool de te voir aller. Félicitations pour ton deuxième qui s'en vient. Yes, j'ai bien hâte. 70% que c'est un petit gars, fait que j'ai hâte de voir ça. That's it. Super, merci encore une fois, Pierre. Yes, ça me fait plaisir, Caleb.